En 1914, Edward S. Curtis photographie un participant Koskimo, peuple autochtone de la côte nord-ouest du Canada, portant le masque Hami. Dans la cérémonie Numlim, il incarnait une chose dangereuse liée au rite d'initiation. En novembre 1907, le comte Henri de La Vôle pose dans une combinaison anti-choc lors des essais du monoplan de Victor Tatin. Ironie de pionnier, 7 ans plus tôt, il avait battu un record mondial en ballon, parcourant environ 1900 km de Vincennes jusqu'à Korostichev, près de Kiev. Dans un pub irlandais en 1950, un homme fait goûter de la Guinness à un très jeune garçon. Scène aujourd'hui impensable mais typique d'une époque où les pubs faisaient partie de la vie familiale. La photo frappe par son contraste. Tendresse domestique, geste interdit. En 1960, ses enfants font la queue pour recevoir une cuillerée d'huile de foie de morue donnée comme source de vitamines A et D. Le rituel était redouté pour son goût, mais considéré comme une protection contre les carences et le rachitisme. Dans les années 1930, le Canadien Alfred Langevin, surnommé Ice Smoker, était exhibé par Ripley's Believe It or Not, pour un numéro rarissime, fumé par l'œil. Sa particularité venait probablement d'un canal lacrymal anormalement ouvert, reliant l'œil au nez et à la bouche. En 1914, Edward S. Curtis photographie un danseur cagoule, branche des Kwakwaka'wakw, de Colombie-Britannique, incarnant Paxilal. Son masque et sa tunique couverte de branches de pruche représentaient le Packus, un homme sauvage des bois, esprit lié aux cérémonies rituelles. La neige n'annulait pas le service. En Écosse, en 1932, ce chef d'hôtel allait travailler en ski avec toque et veste blanche. Ce qui ressemble à une blague était simplement pratique. Dans certains villages, les skis servaient autant au trajet qu'au sport. Sur le toit d'un gratte-ciel new-yorkais, ces danseuses posent en 1925 comme si le vide faisait partie du décor. L'image résume l'Amérique des années folles. Spectacle, audace publicitaire et fascination pour les hauteurs modernes. À Mascate, en 1905, cette femme porte une batula, masque facial traditionnel des femmes du Golfe. Ce n'était pas un masque de théâtre. Il servait à marquer la pudeur, le statut social et l'identité régionale, tout en protégeant du soleil et du sable. En Norvège, en 1937, ces ouvrières préparent les tonneaux avant la salaison du harengue. D'abord, une couche de sel, puis le poisson. Leur posture dit tout du métier, répétitif, physique, invisible, derrière l'un des produits essentiels de l'économie. Le 6 avril 1896, Athènes ouvre les premiers Jeux olympiques modernes dans le stade panathénaïque, reconstruit en marbre blanc. Environ 80,000 spectateurs assistent à un événement encore modeste. 14 pays, 241 athlètes et aucune femme autorisée à concourir. Avant la Maison-Blanche et les tragédies nationales, les frères Kennedy n'étaient encore que 3 garçons d'une famille ambitieuse du Massachusetts. Cette photo des années 1930 réunit John, Bobby et Ted. 2 futurs sénateurs, un président et une dynastie politique déjà en formation. À Derry, en 1934, ce vendeur ambulant livre du babeur directement depuis une citerne tirée par un cheval. Ce liquide pauvre en graisse, récupéré après la fabrication du beurre, était un aliment quotidien bon marché, vendu dans la rue comme le lait. Dans les années 1870, ces portraits ne servirent pas seulement à identifier des patientes d'asile en Angleterre. La photographie était alors utilisée comme prétendu outil médical. Les médecins pensaient pouvoir lire la folie dans le visage. Une idée aujourd'hui abandonnée mais très sérieuse à l'époque. Ce n'est pas une poupée pour jouer. Cette figure allemande du 17th century porte une armature métallique qui maintenait le corps droit comme un petit corset rigide. À l'époque, même l'enfance pouvait être enfermée dans l'idéal adulte de discipline, de posture et de contrôle. À Amsterdam, en 1913, ces flétans géants sont suspendus devant une poissonnerie comme une publicité vivante. Leur taille raconte l'importance de la pêche en mer du Nord.
avant les vitrines modernes, le meilleur argument de vente était parfois 2 poissons plus grands qu'un enfant. En 1897, George Moore, surnommé le squelette vivant, et Fred Howe, présenté comme l'homme gros, posent en boxeur de foire. Le choc visuel faisait partie du spectacle. Les cirques vendaient moins un combat qu'un contraste extrême entre 2 corps devenus attractions. Ce coffre de banque des années 1920 ressemble moins à une armoire qu'à une chambre forte entière. Sa porte circulaire en acier, épaisse de plusieurs tonnes, devait résister aux explosifs, aux chalumeaux et surtout donner un message clair. Ici, l'argent est plus protégé que beaucoup de vies humaines. Dans les années 1920, Halloween avait souvent un aspect plus étrange que mignon. Masques faits maison, costumes de squelettes et poses presque macabres. Ces 2 enfants à cheval montrent une fête encore proche du folklore de la mort, bien avant les déguisements industriels et colorés. À Venise, en 1908, Claude Monet nourrit les pigeons avec sa femme Alice, loin de l'image du peintre enfermé dans son atelier. Il était venu peindre la lumière de la ville, mais cette scène montre l'autre Monet, voyageur âgé, célèbre, presque simple touriste. À Baltimore, en 1927, cette reconstitution montre le premier train de voyageurs de la Baltimore and Ohio Railroad, lancé en 1830. À côté des géants ferroviaires du 20th century, il ressemblait déjà à un jouet, mais c'est avec ce type de convoi que l'Amérique entra dans l'ère du rail. En 1951, Dior fait poser 8 mannequins sous les cariatides de l'Acropole pour un reportage de Paris Match, mêlant haute couture et ruines antiques. L'image est devenue mythique. Elle transforme la Grèce classique en décor de mode et fait entrer Dior dans l'histoire visuelle du 20th century. George Nissen, inventeur du trampoline moderne, savait vendre son idée. En 1960, il se fait photographier en plein saut face à un kangourou. La mise en scène est parfaite. Un homme, un animal célèbre pour ses bonds, et une invention destinée à transformer le rebond en sport. Anna Swan, née au Canada, mesurait environ tout point four 0 mètre et devint dans les années 1870 l'une des femmes les plus célèbres des spectacles de curiosité. Avec Martin Van Buren Bates, lui aussi géant, elle formait un couple présenté comme le plus grand du monde. Ce drôle de scaphandre du 18th century est surnommé le vieux monsieur de Ra'a, et il est considéré comme le plus ancien costume de plongée conservé au monde. Fait en cuir, cousu et goudronné, il permettait d'inspecter les coques de navires sans sortir le bateau de l'eau. Pendant la Première Guerre mondiale, des ouvrières britanniques fabriquaient des munitions le jour et jouaient au football pour collecter de l'argent et garder le moral. Ces équipes de munitionnettes attiraient parfois des foules immenses, jusqu'à ce que le football féminin soit interdit sur les terrains officiels en 1921. La Tour Eiffel n'était pas pensée comme un monument éternel. Elle fut construite pour l'Exposition universelle de Paris en 1889 et devait montrer la puissance de l'ingénierie française. Beaucoup la trouvaient démonstrueuse au départ. Elle est pourtant devenue le symbole le plus reconnaissable de Paris. En 1905, la Sagrada Familia n'est encore qu'un chantier ouvert au bord de Barcelone, bien loin de l'icône touristique actuelle. Gaudí y travaille déjà depuis plus de 20 ans. La basilique semble naître lentement, pierre par pierre, comme une ville dans la ville. Aux Pays-Bas, en 1933, ce petit patineur porte une invention très simple. Un coussin attaché derrière lui pour amortir les chutes sur la glace. Avant les protections modernes, les parents improvisaient, et l'apprentissage du patinage commençait parfois presque en même temps que la marche. Ce visage a fait de John Smith, dit White Wolf, une célébrité de cartes postales dans le Minnesota. On disait qu'il avait plus de 130 ans, mais son âge réel reste contesté. Il était surtout un ancien Ojibwé, devenu symbole vivant d'un monde que l'Amérique photographiait avant de le perdre. Audition. Berlin testait déjà le transport vertical. En 1926, ce bus à 3 étages promettait plus de passagers sans prendre plus de place dans la rue. L'idée était spectaculaire, mais peu pratique. Hauteur,
stabilité et escalier en faisaient surtout une curiosité urbaine. Présentée comme une photo de jeunesse de Diana au début des années 1970, cette image montre encore une enfant loin du rôle public qui l'attendait. Le contraste est saisissant. Une pose simple, presque scolaire, avant que son visage ne devienne l'un des plus photographiés du 20th century. À Londres, en 1972, ces écolières manifestent contre les coups donnés à l'école, surtout la canne utilisée comme punition disciplinaire. Leur pancarte résume un combat très concret. Le châtiment corporel ne sera aboli dans les écoles publiques britanniques qu'en 1986. En 1947, le Convair Model 118 voulait résoudre un problème très concret. Aller jusqu'à l'aérodrome en voiture, fixer un module avec aile et moteur, puis décoller comme un avion léger. Le concept a réellement volé, mais après un accident et face à son coût élevé, le projet a été abandonné, tout en restant l'un des premiers vrais prototypes de voitures volantes. En 1921, ce caribou inuit, un groupe inuit de l'Arctique canadien, vivant de la chasse au caribou, porte des lunettes de neige taillées avec une simple fente horizontale. Ce dispositif ingénieux réduisait l'éblouissement du soleil sur la neige et protégeait d'un danger bien réel, la cécité des neiges. Près de San Juan de los Lagos, en 1940, cette paysanne protège son visage avec un tissu et même des branches épineuses. Ce n'est pas une mise en scène exotique. Dans les campagnes sèches du Mexique, on se défendait ainsi du soleil, de la poussière et des regards. Avant de devenir le symbole de Paris, la tour Eiffel commence en 1887 comme un chantier de fondation profonde, presque invisible. Sous ses 4 pieds, il fallait d'abord ancrer des masses de maçonnerie capables de porter 7300 tonnes de fer, une prouesse cachée sous le monument. À Belgrade, en 1988, le directeur du zoo tente de convaincre Sami, un chimpanzé échappé, de rentrer sans violence. La scène est devenue célèbre parce qu'elle ressemble à une négociation humaine. Un homme sur un toit, un singe libre et tout un zoo suspendu à leur dialogue. En 1905, ces chefs Sioux posent à cheval dans les plaines, coiffés de grands bonnets de guerre à plumes. L'image paraît héroïque, mais elle appartient déjà à une époque de dépossession. Les nations Sioux avaient été repoussées dans les réserves après des décennies de guerre et de traités brisés. Dans l'Espagne des années 1960, les familles très nombreuses restaient fréquentes, surtout dans un pays encore marqué par le catholicisme et le franquisme. Cette photo ressemble presque à une frise humaine. Les enfants classés par taille, les parents assis, et toute une génération résumée contre un mur. Avant les réveils bon marché, certaines villes britanniques avaient des knocker-uppers, des gens payés pour réveiller les ouvriers à l'heure. Avec une longue perche, ils tapaient aux fenêtres des clients, parfois avant l'aube, puis passaient à la maison suivante. Avant les machines, le bowling tournait grâce aux pin boys. En 1914, ces garçons remettaient tôle et quilles en place à la main après presque chaque lancer. Le jeu avait son envers invisible, un travail rapide, fatigant et parfois dangereux, coincé entre les boules en mouvement et les joueurs qui attendaient. En 1921, cette mobile booking cage transformait une Harley-Davidson de police en mini-cellule roulante. L'idée était brutale mais pratique. Arrêter quelqu'un sur place, l'enfermer derrière les barreaux, puis l'emmener au poste sans attendre une voiture de patrouille. Dans les années 1920, les trucages photo amateurs faisaient déjà rire bien avant Photoshop. Ici, l'illusion du cavalier sans tête est obtenue simplement avec une table, un bon cadrage et une enfant complice, preuve que l'humour visuel n'a pas attendu le numérique. Dans les années 1920, certaines plages américaines avaient des agents chargés de mesurer les maillots de bain féminins. Si le tissu remontait trop au-dessus du genou, parfois plus de 15 cm, la tenue pouvait être jugée indécente. Même les vacances avaient leur police morale. Dans les années 1920, certaines baigneuses portaient des masques intégraux comme celui-ci pour protéger leur visage du soleil. L'idée peut sembler inquiétante, mais elle reflète un idéal très concret de l'époque. Garder une peau pâle, signe d'élégance et de respectabilité.
Dans les années 1930, certaines familles urbaines installaient des cages fixées aux fenêtres pour que les bébés prennent l'air et le soleil sans quitter l'appartement. L'image paraît folle aujourd'hui, mais à l'époque, on croyait que la lumière et l'air frais étaient essentiels à la santé des enfants, surtout dans les immeubles sans jardin.